Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. De retour de vacances à la montagne où j'ai pris un bon bol d'air, je suis pleine d'énergie pour continuer mon exploration des coulisses du monde ludique. Je tends mon micro à Johan Benvenuto, auteur d'une trentaine de jeux, dont les gros succès de la gamme Cortex et le magnifique Harmonie. En plus d'être prolifique, l'auteur est plein de bons conseils. J'ai rencontré Johan au mois d'août lors du sommet des jeux à Valmeinier. On a pris le temps de discuter entre 2 randonnées et quelques parties de jeux. Alors salut Johan, merci d'être présent, d'avoir accepté mon invitation au sommet des jeux. Merci de m'avoir invité. Bienvenue sur le podcast. Comment toi t'es arrivé dans le milieu ludique ? À la base, je suis pas joueur. Moi, je suis arrivé vraiment par accident. J'avais un couple d'amis qui est d'ailleurs présent aujourd'hui au sommet des jeux, Simon Caruso et Émilie Caruso. Ouais, donc dessinateur, illustrateur. Hein. Illustrateur et effectivement, qui est très très joueur. Il s'avère qu'ils étaient témoins de mon mariage. Okay. Et qui nous ont invités un jour à un après-midi jeu. Et sachant que moi, à part le Burger Quiz et le Cluedo, je ne connaissais rien. Okay. Et ça a été une sorte, on va dire, d'épiphanie. Et je suis tombé dedans. Et après, je me suis mis à fréquenter les boutiques de jeux lyonnaises. Et immédiatement, quasiment, je me suis mis à faire de la création dès que j'ai découvert le monde du jeu. D'accord. C'est une espèce de révélation. Et il y a combien de temps, du coup, tu estimes à peu près combien de temps ça ? De mémoire, ça devait être en 2011 ou en y J'ai 43 ans maintenant. C'est relativement récent dans mon parcours de vie. Et quels sont les jeux qui t'ont fait découvrir et il y en avait 3. Là, je me souviens très bien. Donc, il y avait Seven Wonders d'Antoine Bozat. Pandémie, ça va me faire découvrir les coopératifs et les aventuriers du rail. Ouais. Donc 3 grands classiques qui m'ont fait découvrir et qui m'ont permis de voir un petit peu la richesse des jeux de société modernes. La richesse, la diversité, effectivement. Et puis là, trois grands classiques, effectivement, qui t'ont tout de suite interpellé. Donc rapidement, tu t'es fait ta culture ludique, en fait. Ouais, il y avait des boutiques qui ouvraient pour des soirées jeux, on va dire, table ouverte. Donc j'y suis allé toutes les semaines. Petit à petit, j'ai commencé à faire une recherche ludique, donc un peu consommer ce qui se faisait dans les médias. Et petit à petit, je me suis dit, j'ai rencontré des auteurs de jeux aussi à Lyon. Okay. Donc dans cette fameuse boutique. Et petit à petit, je me suis dit, écoute, moi j'ai envie de le faire aussi. Et j'ai créé mes premiers jeux. Oui, parce que tu es sur Lyon, c'est vrai qu'il y a quand même un vivier aussi sur Lyon. Oui. On a aussi des boutiques, enfin des cafés ludiques ancestraux aussi. Exactement. Alors il y en avait beaucoup moins à l'époque. Ouais. Ils ont vraiment fleuri ces dernières années. Mais il y avait déjà des auteurs, et donc les fondateurs de la CAL, la compagnie des auteurs lyonnais. L'un des premiers groupements d'auteurs, je crois. Je crois. Le premier, ouais. Je crois que 2012-2013, c'est vraiment le premier. Et donc je suis rentré moins d'1 an après la création de la CAL. Mm-hmm. Et tout de suite, ils m'ont aidé parce qu'ils étaient déjà un petit peu édités aussi. Et j'ai suivi leurs conseils et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin derrière. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer en fait aussitôt ? Parce que c'est vrai qu'on pourrait, tu découvres le jeu assez tard, tu commences à jouer. Et qu'est-ce qui fait que t'as mis tout de suite les mains dans le cambouis ? Enfin, t'as eu des idées Ouais, j'ai testé des jeux. Et je me dis tiens, peut-être que moi je l'aurais pas fait comme ça. Peut-être que je l'aurais fait différemment. Je sais qu'on avait commencé à faire une map pour les aventures du rail aussi, mais j'avais fait une map autour du monde, donc en 2013. Okay. Et c'est juste l'envie de peut-être faire différemment. C'est un engrenage. Après, on commence à créer, donc on a envie de créer encore plus. Et il n'y a pas de moment déclenchant en disant aujourd'hui je vais être créateur de jeu. Oui, c'est ça. C'est un cheminement en fait. Ouais, c'est ça. Et tu faisais quoi à ce moment-là dans la vie quelque chose de créatif déjà ? Non, pas du tout. Non, j'étais commercial et si je me rappelle bien à ce moment-là, je crois que j'étais en licenciement économique, donc j'avais un peu de temps. J'ai enchaîné arrêt maladie parce que je m'étais cassé le bras avec licenciement économique, donc j'ai eu 2-3 ans vraiment où je pouvais vraiment créer et j'avais du temps pour le faire. Ce qui n'est pas banal, c'est que toi, ton premier jeu édité, alors je sais peut-être pas ton premier jeu créé, tu me rediras ça, c'est Cortex. Tout à fait. Et c'est tout de suite un succès. C'est vraiment, on a eu une chance, une chance, on a eu un super éditeur. En la personne de Captain Macaque qui a fait un travail phénoménal auprès d'Asmodée et auprès de plein de partenaires étrangers. Et c'est vrai qu'immédiatement, le jeu a explosé dès sa sortie. Je crois atteignant le 1 million d'exemplaires en à peine 1 an. Donc c'était vraiment la folie. C'est assez pharaonique, ouais. Pour un premier jeu, j'imagine. Oui, c'est ça. Tu as dû te demander ce qui se passait un peu, non ? Oui, parce que j'avais quand même connaissance un petit peu du milieu, des chiffres, de ce qui se faisait à l'époque. Et là, tout de suite, avoir un petit jeu qui explose tout de suite et qui concrètement te permet après de créer avec un peu plus de sérénité,
C'était un peu la folie, ouais. Et comment il est né ce jeu? C'est quoi un peu son histoire? Il est né à la cale. Il y avait Alexandre Droit qui faisait des jeux, qui faisait à l'époque plus de jeux d'ambiance. Et c'est en jouant à des petits jeux d'ambiance que je me dis, tiens, c'est étonnant, mais dans les jeux, par exemple, où on attrape un totem ou quoi que ce soit, si on n'est pas bon dans cette épreuve-là, bah, le jeu, par extension, va pas nous plaire parce que c'est des mono-épreuves. Et c'est là que je me suis dit, bah, autant créer des jeux avec un petit partie avec plein d'épreuves dedans, ce qui est le principe de Cortex. Comme ça, bah, si une épreuve nous plaît pas, on a quand même envie d'acheter le jeu parce que bah, y aura d'autres épreuves qui nous plaisent. Ça rééquilibre un peu aussi peut-être effectivement les possibilités de gagner en fait. C'est ça. Ouais. Alors, et puis de façon tout à fait vénale, ça augmente la possibilité, le nombre de gens qui peuvent acheter le jeu. Et petit à petit, bah, j'ai regardé un petit peu des épreuves qui existaient dans des magazines, des choses comme ça, et les épreuves les plus classiques. J'ai créé le premier Cortex, après j'ai le laissé dans le placard pendant 1 an ou 2, je sais pas, jusqu'à que je le propose à Nicolas Bourgoin, qui lui va trouver tout de suite l'éditeur. Et après, les cartes tactiles sont venues de matériel qu'avait l'éditeur, qui nous a demandé comment les intégrer dans le jeu, et puis bah, le jeu était là. Ok, donc ça a été assez rapide. Et est-ce que ça a été ton premier jeu imaginé? Non, non, il y a pas eu du quand même eu tout. d'autres protos. Entre-temps, j'avais même fait le Ludix avec un gros jeu. J'avais présenté déjà 5, 6, 7 protos qui ne verront, d'ailleurs, aucun ne verra jamais le jour. Oui. J'en ai toujours dans les cartons. Oui, parce que c'est vrai que pour avoir interviewé déjà plusieurs auteurs, souvent c'est ce qu'on me dit. On dit le premier, c'est vraiment le brouillon, quoi. Et il faut savoir le laisser tomber parfois pour vraiment rebondir sur autre chose. Tout premier était tellement nul, mais vraiment, vraiment. Et Simon Caruso, qui je l'ai présenté, c'est la seule personne à l'avoir vu pour en témoigner, que je le garde vraiment toujours dans un coin pour dire voilà déjà d'où je viens, en disant c'était vraiment nul ce que je faisais. Et surtout quand des jeunes éditeurs viennent à la cale, ou viennent dans l'atelier qui est chez moi de création de jeux pour me dire ah mais tu vois ça, c'est mon premier jeu, c'est pas bien, je leur montre celui-ci et ça remet tout de suite tout de suite les pendules à l'heure, comme quoi c'était vraiment nul ce que j'ai fait. Ouais. Ah, vraiment. Ouais, mais bon, il faut passer par là, j'imagine, pour pareil cheminer, quoi. Bah maintenant je le regarde avec tendresse, mais c'est Ouais. vraiment nul, mais vraiment. c'est assez incroyable. C'était quoi? On fait juste... Ah non, c'était Non, juste la mécanique, t'étais parti sur mais il y quoi avait, en gros, on tirait, on révélait 3 cartes face visible. Il y en avait un qui avait des mots, 2 qui avaient des icônes. Il y avait plein d'icônes de toutes les couleurs. Et il fallait réussir à faire une phrase d'une même couleur, genre l'autruche mange le lapin. Et ça faisait un point si on faisait une phrase avec 3 mots de même. C'était ridicule. Ouais. Vraiment, c'est. Mais j'ai une profonde tendresse pour ce truc-là qui oui. dit waouh, tu viens d'ici. Et alors, pour revenir sur Cortex, aujourd'hui, c'est combien de différentes boîtes et de ventes? J'imagine que c'est ton plus gros succès. Oui, largement, largement. Aujourd'hui, je crois que nous sommes... Alors, nous avons été, parce que Asmodée a un petit peu réduit... au bout d'un moment, il y a des versions qui s'épuisent et qu'on ne refait pas. Je crois qu'au total, il existe 11 boîtes différentes. Ah oui, quand même, ouais. Allant du Cortex Disney au Cortex Géographie, au Cortex normaux, Super Cortex, Cortex Kids. Et on est aux environs des 3,5 millions d'exemplaires vendus. Ah oui, quand même. Alors, combien de pays, par contre, j'en ai aucune idée. Et tu travailles, tu es toujours amené à travailler dessus, à imaginer des épreuves. Alors, complètement, ça c'est quelque chose, en plus d'ailleurs, qu'on voulait avec Nicolas Bourgoin, mon co-auteur, c'est qu'on ne voulait pas que ça soit simplement une refonte graphique à chaque fois. Et on s'efforce qu'à chaque boîte, il y ait des nouveaux défis pour se dire, voilà, c'est pas... Alors la mécanique reste la même, si ce n'est le Cortex 3 qui a des cartes odorantes à la place des cartes tactiles, mais la mécanique reste la même, c'est un jeu multi-épreuve avec des petits défis rapides à comprendre et rapides à résoudre. Et chaque boîte propose des défis différents et peuvent se mixer en plus entre elles. Donc vous pouvez faire un super méga Cortex avec toutes les boîtes de Cortex si vous voulez. Oui, c'est ça, parce que ça aurait pu être un jeu un peu à la, je pense, je me rappelle plus là comment Double. ça s'appelle. Double, voilà, qui est après décliné plus par des licences, des choses comme ça. Oui, par une refonte graphique seule. Une refonte graphique, effectivement. Non, ça, on voulait pas tomber là-dedans et vraiment pouvoir proposer de se dire, voilà, quand j'achète un nouveau Cortex, je vais avoir d'autres formes de défis qui vont utiliser différemment des parties de mon cerveau, enfin, et différentes formes d'intelligence. Et voilà, et pour l'instant, on a encore des défis sous le coude. Il y en a encore, il y a encore des idées. Oui, bien sûr. C'est bien. Donc ça, ce jeu, il t'a permis tout de suite de dire, je peux en faire un métier. Oui, c'est vrai qu'on a pas mal discuté à l'époque avec l'éditeur originel, donc Captain Maca, qui nous dit non, mais de toute façon... moi, j'ai des commandes de tant. On a pas mal discuté de l'aspect financier. Et Nico comme moi, on savait
que sur les quelques prochaines années, on aurait une certaine liberté financière qui nous permet de faire ce métier à plein temps. Ouais. Sinon, jamais je me serais lancé à plein temps sans avoir ce matelas. Forcément, et c'est ce qu'il faut dire, j'imagine, à la plupart des auteurs qui se lancent. C'est que oui, ça peut être... Oui, et puis il ne faut pas non plus que le jeu se vende qu'une seule année. Il faut quand même espérer, et en discussion avec l'éditeur, parce que souvent il connaît quand même beaucoup mieux le métier que nous, avoir un matelas quand même de quelques années, parce qu'il faut bien comprendre qu'entre l'idée de jeu imaginé par un auteur et la première fois où il va toucher de l'argent de ce jeu, il va s'écouler des fois, même pas des fois, souvent 4 ans. Il faut quand même avoir ce matelas de 4 ans. C'est ça, oui. Pour se dire, voilà, je me lance à plein temps. Ouais. Et là, effectivement, la chance que tu as eue, c'est que c'est un long seller. Là, ça fait combien? Ça fait une dizaine d'années. Oui, je crois que c'était début 2016 la sortie de Cortex, donc on va arriver là aux 10 ans. Et maintenant, il est chez Asmodée, donc avec Double, avec Time's Up. Il fait partie des classiques un peu d'Asmodée, finalement. Je ne sais pas si on peut employer le terme classique, parce qu'ils ont quand même beaucoup de classiques Asmodée, et puis des très solides. Mais en tout cas, voilà, il est reprinté, réimprimé tous les ans, à chaque fois, cette version. En plus, on va avoir bientôt un rebranding complet que vous allez voir arriver. Okay. Il est là. Il est toujours là. Et toi, quelles sont un peu tes sources d'inspiration? Est-ce que ça part d'une mécanique? Est-ce que ça part d'un thème? Du matériel? Est-ce que c'est tout ça, un peu tout? J'aurais pas la prétention de dire que j'ai une formule et que j'essaie de l'appliquer à chacun de mes jeux. C'est vraiment, oui, des fois, c'est un jeu qu'on va jouer, qu'on se dit, on n'aurait pas fait comme ça, on va commencer, comme je l'ai dit au début de l'interview, on va commencer à le modifier, puis à la fin, il devient tellement différent que c'en est complètement un autre jeu. Ça peut partir d'un thème qu'on a envie d'exploiter. Ça peut partir, par exemple, des fois, pour les jeux enfants, du matériel qu'on a envie de montrer aux enfants, qui jouent avec. J'ai pas de formule. J'ai essayé d'être le plus éclectique possible d'ailleurs dans mes créations, avoir des jeux de dés, un roll and write, un jeu, un party game, un gros jeu. Donc je me mets aucune barrière et je me mets aucune formule pour dire aujourd'hui je vais créer de cette façon-là, ça vient. Et après c'est un long process de création, mais des fois ça peut être au détour d'une conversation avec quelqu'un et on se dit ah tiens, ce serait rigolo qu'on fasse ça ensemble et voilà c'est parti. Et alors tu crées vraiment beaucoup pratiquement essentiellement d'ailleurs en co-autorat? À part Harmonie, j'ai fait que du co-autorat, ouais, en effet. Et ça, c'est parce que donc tu fais partie de la cale, c'est ça? Pour toi, c'est important de ce travail peut-être de co-autorat pour rebondir les idées, etc. Pour moi, c'est vrai que dès le début, j'ai toujours défendu le fait d'être à deux, et pour moi, c'est même complètement essentiel. Dites-vous bien que quand vous êtes deux, déjà, vous aurez toujours un bêta-testeur pour votre proto. Vous ne serez pas à attendre d'avoir une soirée entre amis, une soirée dans un bar à jeux pour tester votre jeu. Donc, ne serait-ce que pour ça, vous gagnez un temps de création qui est énorme. Et puis, 1 + 1 = 3 vraiment dans la création. C'est que quand vous allez être satisfait de votre prototype en disant bon, c'est bon, là, je ne vais plus trop retoucher, vous aurez toujours votre co-auteur qui va venir vous taper sur les plans en disant ouais, mais moi, ça, j'aime pas trop. Et en fait, ça pousse le jeu vraiment loin. Et vous devez plus satisfaire juste votre ego ou votre création. Vous allez devoir satisfaire une autre personne qui n'a pas forcément les mêmes goûts que vous. Et le fait de travailler à deux, on va plus vite. Je pense que le jeu va plus loin. Et au final, ça fait peut-être des jeux qui sont plus faciles à présenter aux éditeurs et à signer derrière. Vraiment, je défends le co-autorat. Ouais. Qui permet de débloquer, j'imagine, des situations aussi parfois quand on reste sur un truc. Bien sûr. Et alors après, j'imagine que ça fait partie du boulot d'auteur, c'est le démarchage, justement, aller savoir un peu vendre ses jeux aux éditeurs, etc. Est-ce que ça aussi, finalement, le fait de pouvoir travailler à plusieurs, ça peut aider? Complètement. C'est, vous n'êtes pas forcément obligé déjà de faire tous les festivals parce que vous pouvez vous séparer, vous pouvez... Alors, ça ne sert pas vraiment à démultiplier ces rendez-vous parce que de toute façon, je ne conseille jamais sur un jeu de prendre 14 rendez-vous pour un seul jeu. À un moment donné, il faut quand même cibler les éditeurs, se dire, voilà, je vais voir ces 5-6 éditeurs, je vais leur proposer le proto. Si aucun n'en veut, c'est peut-être qu'il faut que je réfléchisse un petit peu à soit j'ai mal ciblé les éditeurs, soit peut-être que le prototype n'est pas assez mature pour pouvoir être présenté. Mais c'est vrai que ça permet des fois de faire des rendez-vous à 3 avec le co-auteur, ce qui est une meilleure configuration pour présenter le jeu. Ça peut permettre des fois les éditeurs ils n'ont pas des créneaux illimités, donc on peut prendre 2 créneaux chez 2 éditeurs différents. Enfin, c'est vraiment un coup de main. Puis surtout, c'est plus agréable que de se balader tout seul aussi d'avoir un co-auteur. Ah oui, c'est sûr. C'est souvent des co-auteurs qui peuvent devenir après, déjà qui sont des potes et qui peuvent devenir des amis, et c'est super. Et là, la cale, là, c'est combien d'auteurs à peu près dans le groupement? Alors, c'est beaucoup, parce qu'en fait, la cale, on a créé un Discord il y a à peu près 3 ans, avec beaucoup de monde. On a la chance de pouvoir se réunir toutes les semaines dans différents bars à jeux pour tester nos prototypes. Et toutes les boutiques de Lyon, dès qu'un jeune créateur vient leur dire voilà comment je peux faire, quelles sont les démarches à suivre pour mon proto, ils nous les envoient. D'accord. Donc, je crois qu'actuellement, on doit être 110, 115
Ah oui, c'est sur énorme l'éditeur. quand même. Alors, Ouais. une trentaine d'actifs très réguliers qui vont aux apéros poteaux, mais on a aussi quelques éditeurs qui y sont. Lyonnais. Mhm. On a des illustrateurs, illustratrices qui sont là. On a quelques autres métiers comme animateurs, animatrices et tout qui sont aussi dans la cale. Donc c'est vraiment un gros regroupement qui nous permettent d'avoir un vivier et qui nous permettent de se réunir à 10, 15, 20 toutes les semaines. Mhm. Et bah, toujours pareil, hein, c'est pas du co-autorat, mais c'est toujours des coups de main qui nous permettent d'avancer plus vite. Oui, c'est ça. Et puis ça peut être parfois simplement des discussions ou des tips qui peuvent être donnés. C'est ça. Et on donne, on reçoit. On essaye que ça soit équilibré et pour l'instant, on repart pour une 3e ou une 4e année et j'espère que les collègues de la cale l'entendront, mais ça se passe bien. Est-ce qu'il y a un peu une espèce de cooptation avec de jeunes auteurs justement qui arrivent en disant voilà, écoute, je veux bien t'aider sur ces projets, sur tes projets, ça se passe un peu comme ça ou pas forcément? Ouais. Complètement. Alors, je pense que ça sert à rien de tout donner tout de suite à un jeune auteur qui arrive, lui donner tous les contacts et tout, parce qu'il faut aussi qu'il passe par un certain cheminement d'essais, erreurs et tout. Mais oui, aujourd'hui, un auteur lyonnais qui viendrait à la cale va peut-être gagner 3-4 ans de travail parce que voilà, on lui dira qui contacter, chez quel éditeur, comment présenter son jeu, comment faire une petite vidéo. Donc il va vraiment gagner beaucoup de temps parce qu'on part du principe que de toute façon, à la fin, c'est le jeu qui décide. Enfin, en tout cas, les valeurs qu'on essaie d'inculquer, c'est qu'il n'y a pas vraiment de concurrence entre les auteurs parce que c'est pas parce que ton jeu va être signé qu'il va passer devant le mien, que c'est le mien qui va pas être signé. C'est que si tous les deux, nos jeux sont bons, ils trouveront preneur. Le marché est encore assez jeune pour qu'il y ait de la place pour encore beaucoup de jeux. Et c'est une très bonne chose, surtout qu'on est quand même en France, et la France est quand même un marché très 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 fort du milieu du jeu. Donc non, il n'y aura jamais de bâton dans les roues, de je te prends un rendez-vous. C'est vraiment, vas-y, viens avec nous, parce que de toute façon, à la fin, ça fera peut-être un co-auteur. À la fin, ça fera peut-être quelqu'un qui va nous aider à débloquer nos prototypes sans être co-auteur. Voilà. Donc, en tout cas, les valeurs qu'on prône au sein de ce groupement d'auteurs, c'est vraiment entraidez-vous à fond, vous verrez, ça pourra que vous aider. Donc ça ferait partie de tes conseils pour un jeune auteur, d'aller voir peut-être directement en bureau. Allez voir directement. La plupart des grandes villes aujourd'hui ont un groupement d'auteurs. N'hésitez pas à le rejoindre. J'ai pas connaissance de groupement d'auteurs qui rejetteraient des nouvelles candidatures, parce que c'est même pas des candidatures en fait. Il suffit d'ouvrir la porte, quoi. Voilà, allez-y, vous aurez toujours des gens qui vous aideront, même quand vous allez un jour vous retrouver face à un éditeur, ils sont toujours très bienveillants, donc voilà, c'est vraiment un beau milieu. C'est des valeurs qu'on va essayer de continuer à inculquer le plus longtemps possible. C'est chouette. Et donc ça fait à peu près 13 ans donc, que tu crées des jeux. Est-ce que tu penses, toi, que ta façon de travailler a évolué? Est-ce que tu as évolué dans ta création vers des choses différentes? Alors, oui et non. Alors oui, bien sûr, j'ai évolué. Enfin, pas dans les choses que je crée, parce que j'essaie toujours de créer des choses le plus éclectiques possible. Et ça va au gré de mes humeurs, de mes co-auteurs qui sont là, des tendances peut-être aussi du milieu du jeu. On sait qu'aujourd'hui, faire un expert 4X de 3 heures, ça va être très compliqué à pouvoir placer. Mais par contre, où j'ai vraiment évolué, c'est dans la vitesse peut-être de création et surtout dans la vitesse de on va pas aller plus loin sur ce projet-là, ça marchera pas. Okay. J'ai plus de facilité aujourd'hui à abandonner, donc au final à me libérer de certaines charges mentales, de protos qui traîneraient et tout. Parce que l'expérience me dit maintenant, bon, t'acharnes pas sur celui-ci. Oui, tu arrives à sentir, à savoir que ça pourra pas aller plus loin. Au même titre, enfin. Moi, je sais que je me considère un peu comme un artisan plutôt qu'un artiste. Je préfère le mot artisan pour mon cas. Où au bout d'un moment, avec 10 ans d'expérience, un ébéniste, il fait une chaise plus rapidement qu'à ses débuts. Bien sûr. Même si la chaise de ses débuts était très belle parce qu'il avait vraiment passé du temps, du soin et tout. Maintenant, on peut faire le même travail en plus rapide. Mais certaines de nos compétences ont aussi évolué. On peut faire des choses peut-être un peu plus compliquées. Mais on reste quand même le jeune artisan qu'on était au début et qui essaye de faire le mieux possible. Tu as quand même une petite trentaine de jeux édités à peu près. Entre 30 et 35. Ouais, donc on a parlé forcément de Cortex qui est le premier. Il y a eu L'île de Pan chez Lumberjacks, Lost Seas chez Blue Orange, Secret Identity chez Funny Fox. Je cite quelques-uns comme ça. Oui. Iroba, Cheese Masters, Harmonies, forcément, on va en reparler. 2020. Cowboy Bebop, mon plus gros. Cowboy Bebop, oui. C'était mon plus gros jeu. Chez Don't Panic Games. Ça, c'était le plus gros jeu que j'ai fait. Et alors, dans tous ces jeux-là, est-ce qu'il y a un jeu dont tu es le plus fier et un jeu
Où tu te dirais, mince, il n'a pas eu une assez belle vie. Enfin, voilà, c'est un peu deux questions en une. Alors, évidemment, le plus fier avec le succès qu'il rencontre aujourd'hui, ça va être Harmony. Parce que Harmony, ça a été pas un modèle de création, mais c'était un modèle de waouh, tout se passe bien dans le processus de développement avec l'éditeur. Je l'ai dit sur plusieurs plateformes, c'est vrai qu'il y a eu une alchimie entre l'éditeur et moi, puis après entre l'illustratrice Maëva. Voilà, Maëva da Silva, qui était aussi. Nouvelle patate d'or de cette année. Oui, c'est beau ça, voilà. On a assisté à ça qui est hier une soir. personne tellement talentueuse et avec qui on a eu une alchimie où quand elle m'a présenté les premiers cours, enfin tout s'est vraiment bien passé. Donc oui, clairement Harmony a marque un nouveau tournant après Cortex. Donc c'est vraiment quelque chose dont je suis fier. En plus j'aime vraiment le jeu. C'est vraiment le type de jeu que moi j'aime jouer. Ces espèces d'initiés un peu entre deux eaux. Qui satisfait les experts, mais où les familiaux peuvent les gens qui jouent au format familial peuvent quand même jouer. Donc c'est vraiment voilà ce que j'aime. J'avais une petite tendresse, j'ai toujours une petite tendresse pour Hiroba, qui lui par contre n'a pas vraiment rencontré le succès, mais qui était un des rares jeux qui existent où il y a vraiment zéro hasard. Et c'est du tactique. Ouais. Ah bah tout est sur la table, tout est visible dès le début de la partie. Maintenant, c'est que le meilleur gagne. J'ai bien sûr, moi Cortex pour le succès qu'il a eu, forcément, c'est souvent quand même lié à la réussite du jeu, bien sûr. C'est ça. Et à contrario, alors sans rentrer dans les détails, parce que c'est pas voilà, il y a des jeux dans lesquels qui ont moins rencontré ou qui étaient moins aboutis autres, comme par exemple Mu ou l'île de Pan. C'est pas des jeux qui nous ont rencontré succès, ni voilà, c'était des débuts, des choses comme ça. Mais par contre, j'ai toujours plaisir des fois à faire une petite partie, avoir une boîte chez moi. C'est pas un jeu. Il y a aucun jeu aujourd'hui. Ni que je regrette, ni que je rejette. Ok. Et alors, donc tu as effectivement parlé un peu d'Harmony. Je sais que tu as déjà raconté un peu l'histoire ailleurs. Je ne sais pas si d'autres l'écouteront. Mais voilà, est-ce que tu peux reparler quand même un peu de comment est née l'idée ? En plus, tu as travaillé effectivement tout seul sur ce projet. Oui, le jeu s'est développé en fait très vite. Alors pas que j'ai pas eu le temps de trouver un co-auteur, mais c'est vrai que quand le jeu a déjà une version quasi finale, en très peu de temps, j'entends en moins d'une semaine, là c'est vrai que l'idée de se dire voilà, bon maintenant le jeu est quasiment fini, je vais appeler un co-auteur, n'est pas venue. La création est tout aussi simple. Pour expliquer, pour revenir un petit peu, c'est que j'étais donc chez moi avec des jetons d'un des protos que j'avais présenté au Ludix. C'est ces fameux disques de 1 cm de diamètre qui sont des disques de toutes les couleurs. Je pensais à un phénomène de pareidolie qui est, alors c'est une forme de pareidolie qui est la capacité des humains, par exemple, à voir s'il y a 2 trous, un trait, à avoir un visage. Et par extension, la capacité à avoir des choses concrètes dans de l'abstrait. Ouais. Et c'est vrai qu'en manipulant ces jetons, je regardais, je fais tiens, c'est rigolo, quand on met 3-4 jetons bleus à la suite, ça fait une rivière. Alors que non, c'est toujours 3-4 jetons en bois, sur une table en bois. Il n'y a pas de rivière. Mais on arrive à s'imaginer que tiens, c'est une rivière. J'ai 10 ans de Minecraft aussi derrière moi, ça doit aider. Et puis on fout 2 marrons qui sont du bois et un vert qui est de l'émeraude au-dessus. Ça fait un arbre. Et en fait, le concept était lié de complètement, je veux que, quel que soit le gameplay, j'avais pas encore de gameplay ou d'idée de... Mais j'ai créé sur un 4x4 carré un micro-paysage. Donc le jeu s'appellera Tiny Landscapes, petit paysage pendant quasiment jusqu'à la fin du développement. D'accord. Et avec 5-6 couleurs, il y avait un petit paysage qui se créait devant moi. Alors attention, ça restait des jetons en bois, mais on a cette capacité assez folle à transposer, de se dire waouh, je la vois la rivière là. Des jetons gris qui sont de l'argent dans certains jeux, là se transforment en pierre. Ces pierres-là additionnées, ça fait des montagnes parce qu'il y a de la hauteur. En vrai, le jeu a été créé. Après, c'est juste d'expérience. J'ai mis une rivière pour attraper les jetons. Très vite, je me suis aperçu que c'était mieux de les prendre 3 par 3 pour avoir la sensation de créer quelque chose et rapidement, parce que pour que le paysage ressemble à quelque chose, il fallait au moins 27 jetons et j'avais pas envie qu'on fasse 27 tours de jeu. Derrière, on a créé un scoring et c'est que bien plus tard, une fois le jeu signé, qu'on a pensé à mettre des cartes animaux. Oui, ça c'est Libellud qui a amené cette idée. Ouais. En fait, j'étais parti chez eux post-signature pour travailler un petit peu à Poitiers, parce qu'ils sont à Poitiers. Et en fait, moi, mon scoring avait déjà des noms d'animaux. Mais le scoring de paysage avait des noms d'animaux. D'accord. Et c'est petit à petit avec Valentin Gaudichaud qui s'est dit mais ce serait mieux de séparer les deux. Parce que vu qu'on avait tous le même scoring, on crée à peu près tous le même paysage à quelques différences près. Alors que les animaux ont d'un seul coup fait exploser les possibilités du jeu. Et là, le jeu, après, c'était quel est le nombre de cases ? Est-ce qu'on passe sur des hexagones au lieu des carrés ? Combien de jetons Ça n'a pas trop changé. C'est vrai que dès le début, j'ai eu 120 jetons parce que c'est un nombre qui est facilement divisible par 2, 3, 4... voilà. Okay.
Et voilà, c'était parti. Et alors, en plus, ça a été assez vite, je crois, entre le moment où tu as créé ton proto, tu as eu un rendez-vous assez rapidement à Alors, Cannes, oui. je crois, c'est ça? Le proto, j'ai dû le commencer en novembre-décembre. Et il était prêt à être présenté en février pour le Festival de Cannes, quoi. Et là, tu parlais tout à l'heure de l'importance de cibler des éditeurs. Là, Perdu. tu avais ciblé Libellude? Non, pas du tout. J'avais la chance, je l'ai toujours, d'avoir une relation un petit peu privilégiée avec Libellude où, même si les jeux ne correspondaient pas, on se prenait toujours une heure au Festival de Cannes avec le sourceur pour se dire, bah tiens, écoute, même si ça ne te correspond pas, viens, on joue, on se prend une petite heure tous les deux, on passe un bon moment entre amis. Alors là, à ce moment-là, il était accompagné donc de Anouk, qui deviendra la chef de projet du jeu, donc ils étaient quand même deux. Mhm. On avait cette heure-là pour nous, et les protos que j'avais ciblés, les 2 protos que j'avais à l'époque, ne leur correspondaient pas du tout. Ils ont dit, bon, non. Mais, bah, tu sais comment ça se passe, Joanne, viens, présente-moi tes autres trucs. C'est là que j'ai sorti Tiny Landscape, un jeu complètement abstrait, hein, attention, parce que si vous enlevez les cartes animaux, c'est un pur jeu abstrait qui, dans l'imaginaire collectif, ne correspondrait pas du tout à Libellude. Et bah là, ils ont un coup de cœur, ils ont gardé le prototype, ils en ont parlé, et j'avais un contrat quelques jours plus tard, après le festival, quoi. Des fois, faut pas nier que c'est un métier pour le succès ou des fois même la signature, il faut de la chance. Et n'hésitez pas à montrer des choses, ne ciblez pas forcément un éditeur, parce que l'éditeur, il peut être... Voilà. Ouais, ça contredit ce que tu as dit tout à l'heure, c'est rigolo pour le coup. Sur le fait qu'il fallait cibler, tu sais, quand tu crées des protos, non, alors, type de il faut, il faut cibler, évidemment, mais n'enfermez pas un éditeur dans une case. Oui. Ce que je voulais dire dans cibler aussi, c'est n'allez pas avoir 30 éditeurs, parce que si déjà les 30 vous disent oui, vous allez être vachement embêtés. Mais cibler pour tel jeu, tiens, je vais avoir 6-7 éditeurs, et oui, à un moment donné, il faut le faire, il faut cibler, je reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Et après, il faut un petit coup de bol que des fois... oui, il y a peut-être des jeux qui auraient pu être signés chez un éditeur et qui l'auraient adoré, mais ça fait partie du jeu, vous pouvez pas le montrer tout à tout le monde. Ouais, et puis là, je pense que Harmonie, en plus, porte bien son nom. Toutes les planètes se sont alignées, en fait. Oui, c'était le bon moment pour Libellude de changer un petit peu, de sortir un petit peu des reconnaissances d'images. Le bon moment dans leur studio, parce qu'ils faisaient partie de la 4Games, de sortir ce type de jeu-là. Maëva avait du temps pour vraiment s'imprégner de l'ADN d'Harmonie et lui créer son âme. Et il ne faut pas négliger le facteur chance qui existe dans notre métier, comme dans beaucoup de métiers artistiques, je pense. Pas mal de choses, bien sûr. Voilà. J'imagine que quand on est auteur comme ça et qu'on voit arriver les premières esquisses, à quoi ça va ressembler, etc., même si peut-être tu as été associé, je ne sais pas, à ce côté-là de la création, qu'est-ce que ça fait, en fait, de voir la magie opérer? En fait, Maëva m'a proposé tout de suite rapidement une carte, donc dans le style qu'elle voulait faire. Et vraiment, je l'ai trouvé, c'était du low poly, donc ce qui viendra, de peu de polygones dans le style de jeu, un peu style collage et tout. Et c'est vrai qu'elle m'avait montré le crocodile et j'ai tout de suite adoré. Et après, je voulais vraiment pas m'immiscer dans son travail. Donc après, vraiment, elle a fait... donc je pense qu'elle rendait des comptes à Libellude régulièrement. Mais moi, je voulais vraiment pas dire « Ah ouais, mais j'aurais fait comme ça et tout ». J'ai pas la fibre artistique du point de vue dessin et tout, mais vraiment pas. J'ai pas vraiment de goût là-dedans, je le sais. Donc j'ai pas envie de m'imposer sur quelqu'un qui a du talent pour le faire, des connaissances. Même si elle me montrait des choses régulièrement, à aucun moment je souhaitais intervenir. Moi, j'avais clairement dit que je voulais que ce côté abstrait, les gens ressentent des choses en créant un paysage alors que c'était du abstrait. Donc ça, c'était vraiment la base. Ça, on avait eu une réunion, tout le monde l'avait très bien compris. Après, tout le monde allait dans le même sens, mais sans essayer de gêner l'autre, en quelque sorte. Je pense que j'ai eu raison. En tout cas, ça a bien marché et Maëva a fait un super boulot. Ouais. C'est sûr. Le temps de développement, ça a été combien de temps à peu près, Harmonie? Tout dépend de ce qu'on appelle le temps de développement, parce qu'après, il y a quand même le temps aussi d'illustration, qui n'est plus forcément dans le développement mécanique. Alors le temps jusqu'à la finalisation, on va dire, qu'il soit prêt à produire. Alors voilà, c'est parce qu'après, il y a la production, il y a le transport, et il y a aussi quelle est la bonne date pour le sortir. C'est la chose qui peut prendre des fois... on avait quasiment une version finale où les règles n'allaient plus bouger, le matériel était quasiment final, à Paris et Ludique, donc juin, sachant que le jeu sortira en avril de l'année suivante. Ah oui, ok. Oui, vous pouvez vraiment avoir du temps, donc il faut être patient dans ce métier-là, parce que les éditeurs savent à quel bon moment le sortir, surtout s'il y a un tirage assez conséquent d'un certain nombre de boîtes, donc il faut aussi pouvoir le transporter, le stocker, enfin il y a plein de choses et tout. Le développement en lui-même, une fois que les cartes animaux a été trouvées et tout, n'a pas pris beaucoup de temps. Il y a eu un énorme travail de Matisse, qui est un développeur chez Libellude,
et de Anouk, la chef de projet. Mais je dirais à peine 6 mois, oui, le développement. Ça me paraît pas Non, c'est pas énorme, beaucoup, mais en c'est fait, vrai qu'après, il faut bien prendre en compte la totalité d'un projet. Ce n'est pas que du développement. C'est après, voilà, de l'illustration, du maquettage du produit final, des essais-erreurs chez l'éditeur en disant, bah voilà, envoie-moi un sample, envoie-moi des échantillons, des tests de couleurs. Enfin, il y a un boulot phénoménal des éditeurs qui ne correspond pas au développement. Le développement, souvent, c'est pas la partie la plus longue. Ouais, au final, ouais, ok. Après, effectivement, le jeu sort. Il y a eu un engouement du public quand même assez rapidement. Enfin, je crois que ça a été vraiment l'un des jeux le plus appréciés du public, même s'il y a eu des nominations. Enfin, il y a eu des nominations diverses et variées. Oui, on a reçu quand même pas mal de prix de différents pays. Swiss Gamer Awards. Ouais, c'est ça. On a eu le Golden Geek, on a eu. Sur BGA aussi, je crois. Faudrait que je vérifie il y en a eu pas mal. Mais je crois qu'il y a une dizaine de pays qui l'a élu jeu de l'année. Je crois qu'on a gagné aussi en Espagne, dans une certaine catégorie. On a nommé à l'As d'Or. Bien sûr. Recommandé au Spiel. 3 nominations chez Tom Vazel aussi. Enfin, il y a plein de petits trucs. Le jeu a beaucoup plu tout de suite. Je pense que Libellude a aussi bien fait les choses de le présenter à Cannes et de le sortir que 2 mois plus tard. Il y a eu une belle... un bon timing peut-être. Voilà, un bon timing, les gens l'attendaient. Une bonne communication. Une bonne communication. Donc c'est encore un package. Hein. Ouais, c'est un package. Encore un tout. Hein. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que nous, auteurs, on maîtrise tellement pas. Ouais. Et qu'on doit tellement faire confiance et laisser faire. Et là, je pense, voilà, ils ont tout bien fait. Tu l'as porté aussi. Enfin, je veux dire, après, une fois dans les festivals, avec Maëva, vous étiez là. Enfin, pour les dédicaces, dans les principaux etc. faits, oui, c'est vraiment, on essaie de passer du temps, mais déjà parce que il y avait une demande du public et on a reçu beaucoup d'amour à ce niveau-là et c'était un vrai plaisir. Donc, je sais même pas si on peut dire on l'a porté parce que c'était pas une volonté, c'est juste qu'il y avait une demande de Libellude, après une demande aussi du public et c'était vraiment un vrai plaisir, quoi. Ça, c'était vraiment. Et qu'est-ce que ça fait quand on est auteur un peu comme ça, puis qu'on voit que finalement ça nous dépasse un peu dans le sens où il y a même eu des versions, enfin il y a des gens, j'ai vu passer des trucs, ils se créent des animaux en 3D, il y a eu des versions Etsy, des gens qui ont ouvert des boutiques Etsy pour vendre les petits animaux en pâte Fimo par exemple. C'est ça. Des versions aussi solo qui ont été faites avec des... Sur BGG vous trouvez mais vraiment des super versions solo, hein. Moi j'ai pu regarder et tout parce que nous c'était pas une volonté de créer une version solo, c'est pas dans l'ADN Libellude de se dire voilà on a une version solo, oui le jeu se joue de 1 à 4, mais d'autres ont voulu aller beaucoup plus loin dans les versions solo et moi je suis complètement pour, hein. Et je me suis jamais opposé à part aux copies chinoises du jeu complet où là voilà, les droits d'auteur, les droits d'illustration de Maëva, c'est pas à faire. Mais par contre, tout ce qui est les gens qui proposent des choses en plus, moi je me suis jamais opposé, je trouve ça génial, quoi. Ouais, je trouve que c'est la meilleure récompense quand les gens s'en emparent comme ça du jeu, je trouve. Oui, déjà ça veut dire que c'est des gens qui sur une de nos créations ont envie d'y investir du temps autre que du jeu. C'est-à-dire voilà, j'ai envie et je trouve ça excellent, quoi. Enfin moi j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses prévues pour des extensions d'Harmonise ? Tout à fait, on va poursuivre l'aventure avec Libellude. Plusieurs choses vont sortir dès l'année prochaine. OK. Voilà. Donc c'est déjà bien parti. C'est dans les mains de Maëva. Ok, c'est déjà dans les mains de Maëva. Okay. Nous, voilà, j'ai pris un co-auteur pour la suite. Ah ok, et tu vas passer avec qui ? On se refait pas. Je travaille avec Mathieu Rivero. Ah d'accord, ok. Qui est un présentateur de Ludovox et qui est auteur de jeux également. Duel for Cardera qui va très prochainement sortir et faire un bon buzz aussi. On se refait pas. Je veux pas travailler seul. Donc pour la suite d'Harmonie, j'aurai désormais un et peut-être pour la suite d'autres co-auteurs. Ok, voilà. C'est cool. Donc ça veut dire qu'il y a encore des idées aussi. Oui. Qu'est-ce qui te plaît au final aujourd'hui dans ton métier ? Avec la chance que j'ai de pouvoir désormais vivre de ce métier-là, c'est vraiment l'hygiène de vie que ça apporte, c'est-à-dire la totale liberté, qui a des bons et des mauvais côtés, hein, parce que si on veut pas se lever, on se lève pas, mais si on se lève pas, faut avoir la volonté de se lever. Oui, il y a une certaine rigueur à avoir quand même. Il y a une certaine rigueur. Alors l'avantage toujours pareil, de travailler avec des co-auteurs, c'est que nos co-auteurs nous apportent la rigueur. Quand on a prévu de se voir un jeudi à 10h et qu'ils débarquent à la maison, il faut être levé, et quand on lui a promis qu'on mettait ça en place parce qu'on allait travailler ensemble, il faut l'avoir fait. Donc, voilà, la rigueur, on peut aussi l'obtenir de façon différente. Mais le métier de la création offre une telle liberté. Pouvoir partir une semaine à Valmeunier, comme on est là aujourd'hui, avec 200 autres auteurs, une liberté de pouvoir s'évader en vacances quand on le souhaite, de pouvoir se créer ses propres horaires, de commencer, de finir à l'heure qu'on veut. Et puis, on est quand même dans un métier vraiment de passionné, de pouvoir travailler de façon permanente avec des passionnés. Oui, puis il y a une richesse, je trouve, une richesse dans les rencontres qu'on peut avoir. C'est ça, et sans peut-être la pression que pourrait avoir l'industrie du jeu vidéo,
oui, ils travaillent sous pression parce qu'il y a des millions et des millions en jeu, enfin des choses comme ça. On a vraiment une liberté de création vu qu'on est indépendant. Toujours pareil, attention, hein, c'est dans mon cas où j'ai la chance de pouvoir vivre de ce métier-là, je peux avoir maintenant une liberté de dire bah là je crée ou je crée pas, j'ai pas la pression d'un studio derrière qui m'impose de créer. Et après, on peut pas parler des bons côtés sans parler des mauvais. Oui. C'est un métier qui est très solitaire. Faut bien avoir conscience de ça. Ça plaît à certains, ça plaît moins à d'autres. Mais vous attendez pas que le vendredi soir, vos collègues de travail vous proposent d'aller boire un coup. Vous travaillez seul, vous êtes indépendant. Même si, voilà, dire ça aujourd'hui alors qu'on est 220 auteurs, illustrateurs, éditeurs au même endroit, ça paraît un peu bizarre, mais oui. Oui, au quotidien, tu veux dire, parce que forcément, après, il y a des rencontres, il y a des festivals, ce genre de choses, voilà. Mais au quotidien, oui. On a la chance d'être dans un métier qui, comme je le dis, les valeurs font que ce n'est pas concurrentiel, donc on n'est pas ennemi ou concurrent. Ouais, vous pouvez des fois passer 1 ou 2 jours sans parler à personne. Ouais. Faut l'accepter, c'est pas le super bon côté. Et puis après, faut avoir son ego un petit peu de côté parce que vous allez essuyer des critiques, vous allez essuyer des refus. Alors vous avez vite conscience que c'est le produit que vous avez créé qui le juge et pas l'humain qui est derrière, évidemment. Mais oui, il faut accepter les critiques parce qu'il va y en avoir donc des joueurs, il va y en avoir des éditeurs. Il faut bien comprendre que vous allez recevoir un nombre de noms dans votre vie qui va être énorme parce que dites-vous que pour un jeu signé, il y a peut-être 6 éditeurs qui l'ont refusé avant. Aussi, être assez résilient et ne pas baisser les bras surtout. Faut pas se décourager. Faut pas se décourager et faut pas mettre trop en avant son ego pour dire oh, non mais ils ont rien compris, c'est moi qui ai raison et tout. Non, voilà. Ça fait partie quand même pas des bons côtés, je dirais pas des mauvais côtés, mais c'est pas les bons côtés. Oui, c'est pas forcément. J'imagine que ça reste pas forcément agréable de recevoir des des critiques ou des noms, ça c'est évident. Et puis il faut le digérer. Il y a le non immédiat, mais il y a on va garder le jeu, on va le faire, et 1 an plus tard le nom arrive. Alors qu'il y avait une espérance qui se crée de plus en plus. Puis après, il y a le nom du public quand le jeu sort et que finalement, il se passe rien. Le public n'est pas là et parce que on a fait des erreurs. Plein de choses qu'il faut savoir absorber. J'imagine que ça peut être un peu les montagnes russes aussi. Effectivement, tu peux avoir effectivement un gros succès avec Harmonie et puis les 2-3 prochains jeux qui ne fonctionnent pas. Et ça, j'imagine que c'est pas forcément facile non plus. Mais faut savoir l'emmagasiner. Ouais. Alors après, on peut le transformer en force en disant je ferai mieux plus tard, mais il faut pas que ça vous détruise, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a quand même énormément de jeux qui sortent au quotidien, est-ce que tu penses que c'est plus compliqué pour un auteur de sortir un jeu, ou du moins de trouver justement à le faire éditer, et à sortir du lot ? Alors, je pense que la difficulté, elle s'est transposée ailleurs. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, donc il n'y a pas finalement si longtemps que ça, parce qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, c'était plus difficile d'avoir des rendez-vous avec les éditeurs, mais peut-être qu'il était plus facile d'être édité. Mais c'est-à-dire que la difficulté était en amont. Maintenant, les éditeurs sont tellement bien organisés avec des calendriers en ligne qui peuvent être partagés que désormais, un auteur qui commencerait maintenant, il aurait, dès son premier jeu, une dizaine de rendez-vous sans trop de problèmes, surtout s'il se rapproche d'un collectif qui lui file les billes, ce que j'invite toujours à faire. Par contre, maintenant, la concurrence dans la qualité des jeux s'est énormément améliorée. Donc, le jeu va être plus difficilement éditable, mais par contre, on aura plus de rendez-vous. Avant, c'était des fois, quand on n'est pas introduit par d'autres personnes ou qu'on n'a pas les bons contacts, il fallait passer par l'onglet contact des sites internet, des éditeurs pour essayer qu'un jour ils le voient avant le festival et tout. Et c'est vrai que c'était beaucoup moins facile d'arriver à obtenir des rendez-vous. Ouais, c'est moins un parcours du combattant pour au moins aller jusqu'à l'étape de présentation. Ouais. Maintenant, c'était quand même pas facile à l'époque d'éditer un jeu parce que fallait quand même faire des bons jeux. Mais c'est vrai que plus les années avancent, plus des nouvelles mécaniques sont trouvées. Par essence, moins il en reste. Si on imagine ça, même si le matériel évolue, on a de plus en plus de choses différentes qu'on peut faire. Il y a même certains jeux maintenant qui utilisent un petit peu l'informatique avec des applications, des choses comme ça. Donc le champ des possibles s'élargit. Mais maintenant, il est peut-être certainement de moins en moins facile d'être édité, mais de plus en plus facile d'aller dans les festivals. Il y a de plus en plus de festivals, il y a de plus en plus d'éditeurs. Donc voilà. Et je pense que la difficulté le curseur a légèrement bougé, bien sûr en prenant en compte le fait que c'est mon expérience propre qui fait que maintenant j'ai la chance de connaître la plupart des éditeurs qui ne vaut pas pour tout le monde, attention. Tu parlais des festivals et des salons, etc. Quels sont pour toi les festivals incontournables, justement, alors, quand on est joueur, bien sûr, mais surtout quand on est auteur et qu'on a envie effectivement d'avoir des rendez-vous, d'avoir des rencontres intéressantes? Si vous êtes auteur, pour moi, il y en a 3, et je vais les dire dans l'ordre qu'il ne faut pas rater, sachant que vous n'êtes pas obligé de quitter la France pour ça, parce que on a énormément d'excellents éditeurs, si ce n'est les meilleurs, sans être chauvin. Mais vous ne pouvez pas manquer le Festival de Cannes.
Clairement, fin février, dernier week-end de février, pendant quasiment maintenant une semaine, parce qu'on commence Oui, le mardi ça soir va, maintenant. puis ça devient- grandit, ouais. Tous les éditeurs français sont là. Il y a pas mal d'éditeurs étrangers qui commencent à venir aussi. Vous ne pouvez pas rater le Festival de Cannes. Tous les éditeurs ont des bureaux, vous recevront, sont là aussi pour faire du sourcing. Voilà. En deuxième, maintenant, il y a Vichy. Alors attention, pas le week-end public, mais le week-end précédent, qui est le week-end pro. Donc si vous vous annoncez comme auteur, vous pouvez avoir un badge pro. Et là, dites-vous que vous ne serez que avec des professionnels, il n'y aura pas de public. Donc les éditeurs sont également là pour faire du sourcing. Et en troisième, à moindre mesure, Paris et Ludique. Ce qui est bien, c'est que ça fait environ un festival tous les 3-4 mois. C'est ça, donc on a le temps de vous faire avez évoluer le les temps. protos entre deux. Et puis surtout, c'est que si vous en ratez un, vous dites que 3-4 mois après, vous aurez cette chance-là. Et pour le coup, j'invite vraiment les auteurs à faire ça plutôt qu'à envoyer son prototype par la poste ou autre, parce que là, vous aurez directement un contact. Déjà, vous avez gagné du temps, parce que si ça ne l'intéresse pas, il n'y a pas de frais postaux ou autre, il vous le dit tout de suite. Et ne le prenez pas mal, c'est juste que c'est pas fait pour lui. Et vous allez vraiment gagner du temps. Ouais. Oui, c'est ça, parce que j'imagine qu'en plus, envoyer des pitchs ou des vidéos aux éditeurs, ils doivent en recevoir pas mal. C'est pas forcément Alors simple, oui, aussi. oui, ça, tous les éditeurs le diront qu'ils en reçoivent beaucoup. Rien de tel que de se voir, quoi. Je veux dire, je pense, puis de tester, quoi. C'est ça. C'est ça, de voir le matos tout de suite. Et les éditeurs ont quand même du boulot en dehors des festivals. Oui, c'est ça. Ouais. Ils ont des choses à faire. Et puis c'est quand même beaucoup plus simple de leur expliquer la règle oralement. Ils vont plus vite y jouer que de devoir imprimer tout le matériel, ou même si le matériel arrive tout cuit, il va falloir lire les règles, les comprendre. On n'est pas des écrivains la plupart du temps, donc on écrit les règles du mieux qu'on peut, mais on peut oublier des choses. C'est quand même plus sympa d'avoir l'auteur en face de soi. Sur certains festivals, il y a aussi des concours de proto, donc ça peut être intéressant aussi à faire. Ça, j'ai un avis plutôt mitigé, sans rentrer dans les détails, parce qu'il n'y a aucun dénigrement de ma part. Mais moi, je ne suis pas pour les concours de prototypes. Alors, c'est très bien dans le cas où vous voulez rencontrer beaucoup de monde pour faire tester votre jeu. Mais si votre jeu est prêt, allez voir directement les éditeurs, ils auront plus de disponibilité que eux aillent vers vous, parce qu'ils ont quand même moins de temps. Oui, bien sûr. À l'exception évidemment du concours de Boulogne, qui est un concours qui est ultra spécialisé là-dedans, mais les concours de festival, c'est mon avis personnel et ça ne tient vraiment qu'à moi, sans les dénigrer. Moi, je ne suis pas pour. Ok. En tout cas, dans la process de création et de présenter ça à l'éditeur. Parce qu'il y a aussi beaucoup de petits éditeurs qui sont tout seuls et ils ne peuvent pas quitter leur stand pour aller prendre 2, 3, 4 heures pour voir assidûment tous les prototypes. Alors que si c'est vous qui les avez ciblés, qui avez pris rendez-vous et qui venez vers eux, c'est quand même plus aisé pour eux de vous recevoir. Oui, je comprends. Est-ce que toi, tu as déjà démarché des éditeurs étrangers? Pourquoi tu l'aurais fait ou pas fait? Je ne l'ai pas vraiment fait. Alors, attention, étranger, ça ne veut pas dire grand-chose. Tous les éditeurs français sont des éditeurs internationaux. Oui, bien sûr. Voilà, donc au final, quand vous allez voir, recitons le Libellude, vous allez voir également donc Asmodée France, donc la 4Games Asmodée France, et c'est pas Asmodée France, c'est Asmodée Monde. Donc votre jeu va être de toute façon sorti à l'international, et ça c'est la plupart de tous les éditeurs. Donc on a la chance d'avoir un énorme vivier de très 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 bons éditeurs en France qui travaillent à l'international, qui en plus vous parlez la même langue, et ça a son importance, parce que c'est vrai qu'une présentation d'anglais, si vous n'êtes pas totalement bilingue, vous pouvez rater des choses de l'ordre de l'émotionnel ou autre, ça peut être problématique pour certains jeux. Donc j'ai jamais ressenti le besoin ni eu besoin d'aller présenter à des éditeurs étrangers, mais j'ai des jeux dans tous les pays étrangers. Oui, sans bien problème. sûr. Ah oui, parce que ça, c'est peut-être important aussi quand on signe un jeu. Est-ce que c'est des questions qu'on se pose ou qu'on pose à l'éditeur, savoir comment va être porté le jeu, s'il va être distribué à tel ou tel endroit, est-ce que l'auteur a son mot à dire ou ça peut faire partie des négociations par rapport au distributeur? On aura toujours notre mot à dire, mais c'est quel est le poids de nos mots. Ouais. Parce que lorsque vous signez avec un éditeur, vous signez un contrat de cessation de droit, donc vous lui cédez vos droits, donc c'est lui qui va décider. Dans la réalité, c'est un vrai dialogue. On est là pour faire avancer le jeu ensemble, donc c'est pas le méchant éditeur contre le gentil auteur, c'est pas le patron contre l'employé, non, c'est vraiment un échange mutuel où les deux parties veulent tirer le mieux possible. Mais si vous êtes un jeune auteur qui cherchez à signer votre premier jeu, qui commencez pas à vous polluer l'esprit avec ça. Sachez que les éditeurs connaissent leur métier. Les éditeurs sont très bons, surtout en France. Pour en connaître la plupart, vraiment, c'est des gens qui sont des fois aussi des anciens auteurs. Humainement, ils sont tous très sympas. On est quand même dans un petit milieu. Donc, faites-leur confiance. Et essayez pas de commencer à vous jeter corps et âme dans le moindre petit grain de sable du contrat en disant « mais moi, je voudrais… » Faites-leur confiance. Ils veulent la même chose que vous.
c'est que le jeu qui signe avec vous soit un succès. Mais qu'est-ce qui est important quand même de regarder? Parce que quand effectivement on ne connaît pas le milieu, sur un contrat, qu'est-ce qui est important d'être vigilant en fait quand Alors, même? pour moi, une des choses importantes, c'est pas les droits d'auteur, c'est pas le nombre de tirages, parce que ça, de toute façon, vous en discutez avec l'éditeur. C'est au bout de combien de temps il pense sortir votre jeu, ou au bout de combien de temps vous pouvez le récupérer s'il n'est plus en capacité, par je ne sais pas quelle malchance il ne peut plus le faire. Quand est-ce que vous le récupérez? Voilà, soyez attentif à ça. Dites, voilà, est-ce que tu as une date prévisionnelle de sortie, un planning, sachant que, attention, hein, il ne va pas vous donner un jour précis, mais une tranche. Et si tu ne peux pas le faire, est-ce que je peux récupérer mon droit et bien sûr garder l'avance sur droit et tout. Soyez plutôt attentif à ça. Et pour tous les autres ordres de dans quel pays, sachant que la plupart du temps, même l'éditeur ne le sait pas à la base dans combien de pays ça peut sortir, parce qu'il va falloir qu'il rencontre ses partenaires internationaux, qu'il leur présente, et là, il aura déjà une meilleure vision. Mais soyez plutôt attentif à, ok, tu penses le sortir que dans 5 ans? C'est peut-être un petit peu loin, parce qu'il peut se passer plein de choses dans 5 ans, ou tu penses le sortir en 2 ans, alors n'espérez pas qu'il le sorte dans 6 mois. Faut pas, Alors c'est quoi un délai raisonnable justement Je pense qu'à la date de signature, entre 2 et 3 ans, c'est un délai raisonnable. D'accord. Voilà. Et si au bout de 3 ans, le jeu n'est pas sorti, vous le récupérez, sachant que vous serez en contact très régulièrement avec votre éditeur une fois que vous avez signé. C'est pas au bout de 3 ans, il vous appelle en disant tiens, je te rends ton jeu. Non. Vous aurez quand même plein d'étapes à franchir avant ensemble. Mais voilà, pensez quand même à mettre ça en place, parce que pour vous, ça sera un certain confort mental de vous dire ok, je sais que dans tant de temps, mon jeu va sortir, on va travailler avec l'éditeur, je peux commencer à en créer d'autres, à en proposer d'autres à d'autres éditeurs, et petit à petit, le roulement va se mettre en place. Et tu parlais de contrat de réservation, c'est quelque chose de courant, ça aussi, ou ça va dépendre? Certains éditeurs font des contrats de réservation très courts avant de signer un contrat définitif. C'est-à-dire qu'en gros, on te garde le jeu 3 mois, on voit vite nos partenaires internationaux et on voit si on le fait ou pas. Toujours, pour moi, dans l'absolu, c'est des contrats qui ne servent pas à grand-chose. Parce que dites-vous bien que si votre éditeur vous signe votre contrat, il peut aussi le casser 3 mois après. En disant, écoute, j'ai rencontré mes partenaires, ça ne va pas marcher, garde l'avance sur droit, parce que dans les contrats de réservation, il y a également une avance sur droit, et je te rends ton jeu. Donc au final, vous ne sentez pas plus protégé ou moins protégé avec un contrat de réservation qu'avec un contrat classique, parce que ça peut arriver. C'est rare, mais qu'un contrat, au bout de 4-5 mois, l'éditeur vous rende votre jeu malgré un contrat où vous aviez un délai de 2 ans ou autre. C'est possible. Il peut y avoir plein de facteurs qui font qu'un contrat soit cassé par l'éditeur. Donc, c'est pas le contrat de réservation qui vous protège plus ou moins. Ok. Qu'est-ce qui est le mieux, à ton avis, entre justement un auteur qui aurait la possibilité de signer son jeu chez un petit éditeur qui n'aurait que son jeu à sortir dans l'année, par exemple, ou un plus gros éditeur dans lequel peut-être son jeu sera peut-être un peu noyé? C'est une question très facile, mais qui n'a pas de réponse. Je veux dire, ne négligez pas le facteur humain, parce que vous allez passer un peu de temps avec cet éditeur. Et puis après, ça dépend aussi de vos attentes personnelles. Oui, il y a des éditeurs où vous signez le jeu et vous ne revoyez l'éditeur qu'à la sortie de votre jeu, où vous êtes en quelque sorte dépossédé de toute la création du produit final. Il y a d'autres éditeurs, alors petits, grands, il n'y a pas d'échelle de valeur, mais où par exemple c'est des éditeurs solo, où ils vont avoir besoin de vous pour vous aider à écrire les règles, faire beaucoup de tests avec vous, mécanique et tout. Il y a des auteurs à qui ça plaît, il y a des auteurs qui ne veulent pas en entendre parler parce que ils ont un autre mode de création qu'une fois qu'ils ont signé, c'est terminé. Donc en fait, c'est propre à chacun un peu. C'est propre à chacun. Je pense que soyez attentifs peut-être chez quel distributeur il est. Ça, vous saurez si votre jeu va être quand même diffusé face à un éditeur, par exemple, qui aurait 0 distributeur encore. Chose que, attention, c'est tout à fait possible. Le jour où on a signé Cortex avec Captain Macaque, il n'avait pas encore de distributeur. Donc, il y a toujours... Voilà, tout est possible. Dites-vous vraiment que tout est possible. C'est plus au feeling... Parce que dites-vous que vous allez être affilié à cette personne ou à cet éditeur pendant quelques années. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Il faut peut-être quand même le jouer, comme tu dis, aussi au contact, quoi. C'est-à-dire au rapport humain. Comment tu ressens les choses pour travailler avec telle ou telle personne. Vous allez avoir des petits éditeurs où ils vont avoir un rapport humain très proche, et peut-être que vous allez adorer de le suivre dans les différents festivals internationaux qu'il va vous emmener et tout, sachant que les gros le font aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise règle. Puis ça dépend aussi de ce que vous attendez de votre jeu. Si vous voulez juste qu'il soit édité, si vous voulez juste qu'il soit édité chez un très gros, les affinités, que vous pouvez avoir certaines maisons d'édition sans forcément être édité, mais parce que vous aimez leur jeu, faites ce qui vous plaît. Soyez juste attentifs, voilà, ce que je vous ai dit sur le point de contrat, je pense que ça, faut être attentif, et peut-être à quel distributeur est là, si vos jeux peuvent être après bien diffusés derrière.
Ok. Et alors, on va venir quand même aussi à ton actualité 2025. Tu as sorti plusieurs jeux cette année. Happy Moshi, 50 Fruity, City Tour chez Blue Orange. Qui va sortir. Qui va Celui-ci, sortir, ouais. il arrive. Voilà. Puis 2-3 autres qui vont venir. Je crois qu'il y a l'extension de Cowboy Bebop aussi qui va sortir Ok. très prochainement. Et... Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année et dans les prochains mois? Donc il y a eu 3 nouveautés cette année depuis Harmony. Il y a eu Coucou la girafe, qui est les petits jeux portefeuille de Matago. Donc c'était une commande de faire le premier jeu enfant avec cette contrainte de très peu de cartes dans une non-boîte. Enfin, c'est ces petits jeux portefeuille de les micro-games. Ouais, les micro-games, ouais. Il y a eu 50 Fruity, donc, qui est sorti il y a quelques temps chez Blue Orange. Et Happy Moshi, petit jeu de défausse, tombe dans la mode des jeux de défausse qui viennent de sortir là tous. Ouais. Donc chez Zygomatic Asmodée. Prochaine grosse sortie City Tour, donc chez Blue Orange qui était au Sablier d'Or. Donc un des rares jeux très famille enfant au Sablier d'Or. Ouais, je l'ai testé là, à Valmeinier avec City ma Tour fille. Oui. L'année dernière ou cette année? Non, là, tout de suite. Okay. Enfin, cette semaine. Ouais, petit jeu à mission. Et, petit jeu à mission. Je pense qu'effectivement, pour les enfants, c'est une super façon de programmer et puis de progresser, quoi. C'est ça. Et puis il y a un vrai aspect jouet qu'il ne faut pas négliger. Oui. Où à la fin, voilà, il y a cette route qui se crée et puis au final, tant pis pour le jeu, on va juste créer une belle route, des choses comme ça. Ouais. Oui, on s'imagine tout de suite faire le bruit du bus qui circule. Il y a eu un très très beau travail fait par Mimo, la chef de projet donc de Blue Orange, porté par les illustrations de Pauline Détra. On a un très bon jeu, je pense. On va voir maintenant. Laissons faire la chance. Ouais. Et alors, j'imagine que c'est très différent de travailler des jeux enfants aussi. Là, tu parlais aussi de Coucou la girafe. Enfin, c'est encore une autre façon de penser les choses. Je pense que oui. Ouais, j'ai également 2 jeux chez Djeco, donc qui est quand même le spécialiste des jeux enfants. Il faut capter et garder l'attention des enfants, sachant que chez les adultes, ils ont quand même plus de rigueur à se dire voilà. Je peux attendre 3 minutes mon tour, c'est pas très grave parce que je suis patient, je suis un adulte. Chez les enfants, il faut quand même captiver de façon immédiate et permanente pour qu'ils puissent apprécier le jeu. Un enfant, vous ne le faites pas attendre 10 minutes son tour. Non, il va faire autre chose, c'est sûr. Donc c'est beaucoup porté souvent par le matériel. Si vous voulez faire des jeux enfants, pensez déjà matériel. Des choses très palpables aussi. C'est ça, des choses qu'il peut prendre en main, des choses où il peut se projeter, il peut s'imaginer jouer avec. Je pense que c'est important. Puis surtout, pensez dans ce qu'on appelle le downtime, le temps de non-jeu, qui doit être le plus restreint possible avec les enfants, parce que tout de suite, ils ont envie de faire, ils n'ont pas envie d'attendre leur tour. Et il y a un côté aussi j'imagine être plus dans le feel-good aussi avec les enfants, parce que j'imagine que la frustration, tout ça, c'est plus compliqué. Même si c'est bien d'apprendre aussi ça. Mais... Oui, bien sûr, je pense que les enfants, encore plus les enfants de joueurs, mais bon, c'est quand même pas la majorité, mais ont des capacités qu'on ne soupçonne pas forcément lorsqu'il s'agit de jouer. Donc oui, en fonction des âges, vous allez les adapter, mais quand vous êtes à 5, 4, 5, 6 ans, vous pouvez commencer à apprendre à perdre, ce qui fait partie de votre processus de développement. Donc vous restreignez pas trop à dire non, mais je vais faire que des jeux gentils où tout le monde gagne à la fin et tout. N'hésitez pas, je pense que pour faire des bons jeux enfants, n'hésitez pas à challenger l'enfant. Mais sachez qu'un enfant peut manquer de patience, donc je reviens là-dessus. Mais non, vous pouvez faire des jeux un petit peu taquins, un petit peu méchants, ça participera au développement de l'enfant. Quand j'entends enfant, c'est en dessous de 6 ans. Ensuite, on considère que les jeux sont des jeux familiaux. Donc là, City Tour, c'est plutôt du jeu familial d'ailleurs. On est plutôt sur du jeu famille, sachant que quand même, des enfants de 5-6 ans peuvent jouer en autonomie. C'est-à-dire que le jeu est facile à mettre en place, facile à comprendre. Mais c'est vrai qu'il est affilié 7 ans, parce que c'est un jeu progressif, c'est un jeu où vous allez avoir différentes missions. Pitch un petit peu le jeu. Parce que... Alors, vous êtes le chauffeur de bus de Paper City, la ville toujours en mouvement, où les routes changent tous les jours. Et à travers 12 missions de plus en plus difficiles, vous allez essayer de récupérer des passagers sur la route pour les amener à bon port et faire sortir le bus de la ville. Donc vous avez un petit peu cet aspect de route magique, les tapis d'éveil qu'on avait enfant. Ouais. Vous vous baladez dans les rues, mais sauf que là, les rues, vous les créez avec un petit côté programmation. Si je pose ça là, dans 2-3 tours, ça va faire ça. Nous, on en est super fiers avec mon co-auteur Grisha. Et ce qui est magique, c'est qu'effectivement, on arrivera toujours à ressortir de la ville. Chut, ça faut pas le dire. Ah bon, faut pas le dire. Mince. Non, ça sera pas coupé, mais faut pas le dire. Ah, d'accord. Ça, ils le découvriront. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a un côté mais oui, il y a un petit truc mathématique derrière. J'imagine. Ouais. Les tuiles ont été comptées, le nombre de virages, le nombre de lignes droites. Voilà, vous verrez. Ok. On n'en dit pas plus. Et il sort quand celui-ci, du coup ? Soit fin septembre, soit début octobre. Enfin, là, on est dans les starting blocks, les boîtes sont là. Allez. Il n'y a plus qu'à. Essayez-le. Et ok, alors d'ici la fin de l'année, tu as d'autres choses ? Et après... Comme j'ai dit, je pense qu'on a j'ai pas trop encore les dates non plus, mais on va avoir la sortie de l'extension de Cowboy Bebop. Ok. Et l'année prochaine, une explosion de plein de choses encore. Beaucoup de choses qui arrivent l'année prochaine. Déjà du Harmony en plus. Ok. Je vais avoir un jeu chez les Space Cowboy, un jeu chez Loki, un jeu chez Studio H. Enfin,
quand vous êtes à plein temps, de toute façon, vous créez un roulement où tous les ans, vous essayez de signer quelques jeux et après les jeux, avec le décalage entre la signature et la sortie, ça vous fait un roulement. Donc, Tu bosses sur combien de protos en même temps? j'ai aucune contrainte sur des protos parce que vous savez jamais si ce proto va continuer ou va être vite arrêté. Je dirais qu'actuellement, je dois travailler sur une dizaine de protos, ce qui n'est pas énorme. D'accord. Vous ne pensez pas que c'est... on a des auteurs qui bossent sur 20-25 protos en même temps. Puis ça va dépendre aussi là, si c'est un gros jeu, si c'est un petit jeu d'ambiance, voilà. Et il y a toujours de la place pour d'un seul coup se remettre sur travailler sur un petit jeu. Il faut juste avoir le temps d'y consacrer des tests, d'y consacrer un peu de temps. Moi, ça va vraiment dépendre. Et sur les 10, peut-être que un ou seulement ou deux verront un jour un éditeur. Il n'y a pas de règle. Tant que vous avez des idées, faites-le. Oui, c'est ça. Il ne faut pas non plus se restreindre. Enfin, y a aucun... Pas se dire, oula, j'ai 2 protos, je peux penser qu'à eux. Enfin, après, ça dépend. Pareil, vous pouvez, si c'est votre façon de fonctionner, que vous voulez travailler que sur un proto à fond, et une fois qu'il a été présenté, vous attaquez sur un autre. Ou alors, vous pouvez travailler sur 20 projets de front. Tu as un petit carnet d'idées J'ai ma tablette. Tu as une tablette, ouais. J'ai ma tablette qui est là dans le sac. Toujours là. L'avantage de la tablette, c'est que vous pouvez créer informatiquement une seule page par proto. Et que même si vous y revenez 2 ans plus tard, vous n'avez pas perdu votre carnet. Vous n'avez pas perdu la feuille volante, vous aviez noté vos idées. Non, tout est organisé, rangé. Je peux dire, tiens, tu te souviens, il y a 3 ans, c'était dit ça sur ce proto-là. Est-ce que ça te dit qu'on le rebosse? Donc, moi, personnellement, pour avoir essayé les cahiers effaçables et tout ça, maintenant, je suis tablette. Et à quoi ressemble ton bureau? J'imagine qu'un auteur comme ça, il doit avoir plein de trucs partout. J'ai un immense bureau. J'ai la chance d'avoir une pièce qui est consacrée à ma création de jeu dans ma maison. Et j'ai un immense bureau, mais je crois qu'il fait 4 mètres par 3 mètres. C'est un bureau d'angle. Enfin, dessus, il y a un ordinateur, forcément. Il y a un massicot. Il y a une planche à découper, il y a un cutter. Il y a des petites étagères pour ranger les vis. Où là, je range tous mes pions. Ouais. Voilà, ces petites étagères à oui, tiroirs. parce qu'il faut des pions, il faut des jetons, il faut des dés, il faut des jetons, il faut... Oh là là. Et pour le coup, un appareil où je me sers pas mal, j'ai une découpeuse cutter et j'ai une imprimante 3D. Ah oui, ok. Ouais. Ah oui, donc tu te crées tes petits l'imprimante 3D, c'est quand même pratique quand on a... tiens, il me faut pour l'immersion des jetons en forme d'étoile. Je vais pas attendre une semaine de les commander, surtout pour le jeu. Je me les imprime. Et 10 minutes plus tard, j'ai une dizaine de jetons étoiles parce que j'en ai besoin pour ce proto-là. D'avoir une bonne imprimante 3D, en tout cas, au moins dans votre groupement d'auteurs, avoir une imprimante 3D. Pour tous mes collègues qui me demandent un truc, je leur imprime aussi et je leur ramène le jour de l'apéro proto. C'est quand même pratique. Ouais, puis j'imagine que du coup, tu dois récupérer plein de pièces de jeux, peut-être d'autres jeux pour pouvoir recycler. Vous pouvez aller dans les recycleries, trouver des jeux pour récupérer le matériel, vous en achetez petit à petit. Des sleeves aussi, pareil, c'est important, souvent pour les cartes. Là, il y a 2 écoles. Je sais que Bruno Catala avait expliqué la façon dont il fait les protos, où il colle au dos une feuille rigide de couleur et tout. Moi, je fonctionne différemment. C'est que j'imprime sur du carton épais et ensuite, je glisse dans des sleeves. Donc, j'ai 4000 sleeves que je recycle petit à petit de 8 ou 9 couleurs différentes. Ce qui fait que quand j'ai besoin de cartes de couleurs précises pour chaque joueur, j'imprime tout en blanc. Et derrière, je mets des sleeves. Donc, le joueur rouge aura ses cartes rouges parce qu'elles sont slivées rouges et ainsi de suite. Voilà, c'est une autre manière de travailler. Je pense que chacun a sa manière. Il faut essayer de se faciliter la vie, quoi. C'est ça. Moi, c'est ma manière, c'est massicot et sleeve. Le massicot, achetez un bon massicot tout de suite. Voilà, il y a une marque allemande qui est très très forte là-dedans. Achetez un très bon massicot parce que moi, ça fait 10 ans que je l'ai jamais affûté. Et c'est quelque chose que je me sers vraiment toutes les semaines parce que vous allez en découper des cartes. Vous allez en découper. Si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu? Tu serais du coopératif, du compétitif, du semi-coop, du solo, du duel? Oh, c'est sympa. Moi, j'allais dire, je suis de la pose d'ouvrier parce que c'est une mécanique que j'adore. Mais c'est pas la question que tu poses, donc je pense que je serais... La mécanique, ça vient après. Ah, ok. Je serais un compétitif. Compétitif? Toujours la gagne? Non. Pas forcément? Non, c'est juste... c'est même pas le plaisir de gagner. J'ai toujours aimé la compétition. J'ai fait du sport de haut niveau. C'était la compétition et en plus en sport individuel. Donc, non, sans me justifier, ce serait compétitif. Eh ben alors, donc, je te pose la question de si tu étais une mécanique de jeu. Pose d'ouvrier, je trouve ça génial. Ok. J'aime beaucoup les jeux de pose d'ouvrier parce qu'en plus, il y a une vraie richesse dans cette mécanique-là aussi. Voilà. Pose d'ouvrier, et si c'était pas la pose d'ouvrier, je pense que ce serait le jeu de pli.
Ok. Alors, si tu étais un illustrateur ou une illustratrice? Maëva. Ah oui. Évidemment. Autant prendre la meilleure. C'était trop Excusez-moi. Non, la meilleure. Non, excusez-moi. J'ai une profonde tendresse pour son travail et pour la personne qu'elle est, que je dirais Maëva. Ok. Maëva da Silva, Bien sûr. Si tu étais une thématique de jeu, laquelle serais-tu? L'Heroic Fantasy. Ça fait partie de tes références? Ouais, c'est des références que j'ai depuis longtemps. C'est toujours des univers qui m'ont attiré, qui se retranscrivent pas du tout dans mes jeux. Mais voilà, j'ai toujours été attiré par ce milieu-là, même avant que je sois joueur, donc le monde de Tolkien ou autre. Donc oui, ce serait sans problème l'Heroic Fantasy. Et ce serait justement une thématique que tu aimerais explorer dans la création? C'est toujours pareil, je pourrais l'explorer, mais l'éditeur pourrait complètement la changer. Tout à fait. Donc par contre, si un jour un éditeur me dit on se lance là-dedans, ouais, je serais ravi de le faire. Vu que la thématique, c'est quand même du chef de l'éditeur au final, vous pouvez toujours la proposer, l'explorer. Sachez qu'à tout moment, elle peut sauter, quoi. Ok. Ça, faut l'accepter. La dernière question, c'est toujours la même. C'est si tu avais quelqu'un d'autre à me proposer à mon micro pour une prochaine interview sur le podcast, donc dans le milieu ludique, qui tu pourrais me proposer? Que ça soit un auteur, un éditeur, un métier, un illustrateur, le champ est libre. Je proposerai déjà mon co-auteur du moment où on travaille énormément ensemble, Grisha German, qui est un auteur qui va dans les prochaines années totalement exploser. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui a énormément de qualité et des idées de création. Écoute, je le note. Voilà. Super. Et écoute, je te remercie. Je te propose de terminer le podcast comme on fait habituellement sur les vidéos et sur les podcasts. Alors, au jeu signé Johan Benvenuto. Tu joues ou quoi? J'espère que cette interview de Johan vous a plu. Je vous remercie pour votre fidélité et les nombreux messages reçus à l'occasion de l'épisode spécial Statistiques et anecdotes. Je vous invite à visionner les vidéos de David sur la chaîne YouTube, notamment celle qu'il a réalisée lors du Sommet des Jeux. Dans 2 semaines, je serai avec Rachel Candelon qui parlera de son expérience au magasin Le Passe-Temps jusqu'à ses missions chez le distributeur Néoludis. Alors restez bien à l'écoute!